Pierre-Jean Verzelen, on va regarder ensemble les unes de la presse régionale qu'on a sélectionnées. Je le rappelais, vous êtes sénateur, les indépendants de l'Aisne, membres d'Horizon. On commence par la une de la Dépêche. Signal d'alarme sur l'école primaire, niveau des élèves trop faible. Inégalité accrue, semaine de 4 jours. La Cour des comptes a dressé hier un constat sévère d'échec de la politique publique d'enseignement primaire en France, a appelé à repenser le modèle actuel de l'école. La deuxième une, c'est celle de l'Alsace. Pompiers, que faire face aux violences? Les agressions contre les pompiers sont de plus en plus fréquentes. Elles contribuent à démotiver les volontaires dans un contexte de crise de l'engagement. L'État fera connaître cet été les conclusions de son Beauvau de la sécurité civile. Et puis la dernière une, c'est celle du Maine Libre. Régulation, les médecins ne sont pas tous contre. Si la majorité des syndicats de médecins s'opposent à la proposition de loi Garot, des soignants estiment qu'on ne peut pas attendre encore 10 ans. Quelle une avez-vous envie de commenter? Je vais prendre la dernière, parce que le titre me va bien. Régulation, les médecins ne sont pas tous contre. Déjà, moi, je soutiens toute loi qui remettra en cause le pouvoir du Conseil de l'ordre des médecins, qui est trop important. Souvent, on dit, mais alors, les ministres, il y a 15, 20 ans, vraiment, ils n'ont rien anticipé sur le nombre de médecins. Ils n'ont pas vu le manque à venir. La vérité, c'était quoi? C'est que c'est le Conseil de l'ordre des médecins qui écrivait le nombre, le chiffre du numerus clausus, et c'est le ministre qui signait en bas. Le pouvoir du Conseil de l'ordre dans les départements, sur les installations, il y a des fois des refus d'installation qu'on a les uns les autres beaucoup de mal à comprendre. Et même si aujourd'hui il y a une grande partie du territoire qui est en zone sous-dense, à peu près 80%, il y en a 20% où ça va à peu près. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'installations là où il y a assez de médecins et qu'il y en a de moins en moins là où il n'y en a pas assez. Donc je suis pour une régulation de l'installation des médecins. J'ajoute que ça s'est fait dans un certain nombre de métiers, vous voyez, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais les pharmaciens, les notaires, sur le thème, tant de pharmaciens par tant d'habitants, tant de notaires par tant d'habitants. Mais à la vérité, ça marche. Ce sont des professions libérales et avec une organisation sur le territoire qui est plutôt satisfaisante. Et pourtant, il y a une forte opposition chez les parlementaires, et notamment ici au Sénat, sur le fait de réguler plus les médecins, de contraindre plus les médecins. Mais on aura un débat. Encore une fois, comment vous dire, le Conseil de l'ordre et les médecins ont un poids politique important. Ils reçoivent les Français tous les jours pour se faire soigner. Les Français leur font confiance. Mais en tout cas, le débat, on va l'avoir. Et ma position, moi, c'est celle que je viens de vous exprimer. Avant de passer à l'actualité nationale et l'actualité du Sénat, on va revenir à ces dramatiques inondations hier dans le Var. Pour en parler, on va retrouver Guilhem Ricavy. Bonjour Guilhem. Merci beaucoup d'être avec nous. Guilhem, on l'a vu dans le journal, ces inondations étaient terribles. Le bilan humain est extrêmement lourd. Et vous résumez tout dans la une de Var Matin, déluge meurtrier. Oui, effectivement, un drame qui a frappé hier le Var. On a vu bien évidemment cette alerte orange de Météo France annoncée la veille au soir, mais personne dans le Var ne pensait l'ampleur qu'elle allait être prise, notamment du côté du Lavandou, qui est une des villes les plus touchées par ces intempéries, avec, vous le disiez dans votre journal, 2 octogénaires qui ont trouvé la mort et des dégâts considérables. Le maire le dit d'ailleurs du Lavandou dans les colonnes de Var Matin aujourd'hui. C'est de véritables scènes de guerre et c'est ce qu'on a pu constater hier sur le terrain, et on publie ce matin ces photos véritablement de bâtiments arrachés, renversés, de trous qui se sont créés, de véhicules emportés. Donc situation dramatique, particulièrement dans le quartier de Cavalière au Lavandou, mais pas seulement, puisque dans le Var, la région de Saint-Tropez de Fréjus a également été touchée avec des montées d'eau très violentes. Il est tombé près de 200 litres d'eau par mètre carré dans certaines zones du Var, et c'est le cas également à Vidauban où une personne a aussi trouvé la mer par ces intempéries. Donc un Var aujourd'hui, un département du Var qui est sous le choc véritablement et qui essaye de s'organiser parce qu'il faut rétablir ici l'électricité, là des voies de communication, et il y a toujours la crainte, Oriane, de découvrir ce matin de nouvelles victimes qui auraient été emportées par ces trompes d'eau et les ruisseaux, les ruissellements qui se sont fait jour un petit peu de partout. Merci beaucoup Guilhem, merci pour ce point sur la situation dans le Var, et on revoit la une de Var Matin, déluge meurtrier. Merci Guilhem d'avoir été avec nous. On va en parler également avec le sénateur du Var, Jean Bachy. Bonjour, merci beaucoup également d'être là. Vous êtes membre de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable. Le maire du Lavandou, monsieur Bachy, parle d'un événement violent, incompréhensible. Il va même jusqu'à parler de scène de guerre. Est-ce que vous nous entendez, monsieur le sénateur, ou pas?
Apparemment pas. On va continuer. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot, Pierre-Jean Verzelen, de ce drame. Non, mais j'ai découvert les images et les informations ce matin. Non, mais évidemment, toutes nos pensées aux familles et aux proches des victimes. Allez, on va passer au reste de l'actualité. Conseil de défense aujourd'hui, où est étudié le rapport choc sur l'entrisme des frères musulmans. Est-ce que, comme le dit Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, il y a un islamisme à bas bruit qui se répand? En tout cas, pour ceux qui avaient des doutes sur le sujet, les informations qui nous parviennent, qu'on a pu lire ce matin, le rapport, il est précis, il est documenté, et en réalité, il est alarmant sur la situation. Et je suis assez choqué d'entendre depuis hier soir une petite musique qui monte sur le thème « Oh là là, voilà un rapport encore qui va stigmatiser les musulmans, etc. » On parle ici de l'islamisme radical, et sur le sujet, je veux dire, il faut arrêter avec la naïveté et il faut arrêter de faire semblant. Je vois que Gabriel Attal parlait du voile. Sur le sujet du voile, les débats qui existent, qui ont existé, sur le voile à l'université, sur le voile dans les lieux publics, débat qui arrive, le voile dans le sport. Et moi déjà, je vous partage un sentiment personnel. On me parle du voile, code d'un objet religieux, culturel. J'y vois pour beaucoup, moi, un instrument de domination de l'homme sur la femme et de soumission de la femme par rapport à l'homme. Et d'ailleurs, quand j'entends des associations féministes, des représentants politiques au nom de la liberté de la femme, défendre le port du voile, les bras m'en tombent. Mais enfin, qui pense qu'une jeune fille qui a 12, 13, 14, 15 ans, naturellement fait le choix de porter le voile? Évidemment que c'est un conditionnement familial. Évidemment qu'on lui dit, il faut que tu le portes, il faut que tu te marques, il faut que tu montres qui nous sommes dans la société. Gabriel Attal, vous le citiez, il a des propositions assez fortes sur ce sujet. Il les dévoile ce matin. Il veut interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Et il veut créer un délit de contrainte au port du voile contre les parents qui forceraient leurs filles mineures à porter le voile. Vous êtes d'accord avec ces propositions? Oui. Et moi, sur ce sujet, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, ma religion est faite. Vous savez, le côté, si on exclut, on victimise et finalement on les envoie dans les bras des islamistes. En fait, il faut regarder un peu ce qui s'est passé. Quand on cède à ça, on fait de grosses erreurs. L'exemple absolu, enfin le contre-exemple absolu, c'est Creil 89. Vous savez, ce sont des lycéennes, je crois même des collégiennes, qui rentrent avec le voile. Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, Conseil d'État, où on décide en gros de rien décider, pour faire à peu près simple. Et 15 ans après, on ouvre les yeux et on se rend compte que le phénomène a pris une ampleur pas possible. Donc moi, les choses sont très simples. Là-dessus, c'est les principes qu'il faut appliquer. Il faut rien céder, il faut pas reculer. Par rapport au sujet des frères musulmans, toute personne qui occupe des postes à responsabilité dans la fonction publique, mais pas que, s'il y a des doutes, on exclut. Toute association, on exclut. Toute école où on pense que, on ferme. Tout lieu de culte, on pense que, on ferme. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer ça à la question du voile? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres sujets qu'il faut traiter? Mais je vous parle du voile parce que c'est une expression du sujet. Est-ce qu'on observe, on voit beaucoup plus de jeunes filles qui portent le voile qu'avant? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est le signe d'une forme d'islam politique, de message politique qui se répand? La réponse, c'est oui. Et je jette pas la pierre à tous ceux qui portent le voile, voyez-vous. Mais c'est une des expressions du sujet. Et en tout cas, ce qui est écrit et décrit dans le rapport, c'est l'entrisme, comment l'islam politique qui avance dans les institutions, dans les organisations, et évidemment qu'il faut le combattre parce que la situation. Et dans les élections, est-ce que vous pensez qu'il y aura des tentatives d'entrisme? Il y a des municipales dans 10 mois, dans des listes aux municipales. Je viens d'un département où nous ne sommes pas dans l'Aisne les premiers exposés au sujet. Mais j'ai lu des livres, j'ai écouté des émissions, j'entends des collègues. C'est des choses qui existent déjà. C'est-à-dire, il faut ouvrir les yeux. Il y a aujourd'hui des maires qui ont bâti des listes en s'attachant à des associations, en se disant que ça votait assez peu dans le quartier, que si ces gens-là mobilisaient autour d'eux, ça faisait des voix. Mais ça existe déjà, en fait. Voilà. Donc le sujet, il est déjà sur la table. Donc avec une complicité de certains élus. Mais avec des élus, avec des élus qui ont joué avec le feu sur le sujet, évidemment. On passe à l'actualité du Sénat et un texte qui sera un soulagement pour de nombreux consommateurs. Aujourd'hui sera voté votre dispositif pour mettre fin au démarchage téléphonique subi. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Monsieur le Sénateur. Et Steve, la proposition de Pierre-Jean Verzelen sera donc adoptée définitivement aujourd'hui. Oui et non, Oriane, bien au contraire. Je vais tout vous expliquer. C'est un texte qui a connu beaucoup de péripéties au Parlement. Tout part pourtant d'un principe simple, Monsieur le Sénateur. Vous souhaitez
interdire purement et simplement le démarchage téléphonique. On a envie de dire enfin, oui, on est tous dérangés plusieurs fois par semaine par des entreprises de téléphonie, des entreprises de papier toilette parfois qui nous appellent pour Vous êtes dérangé par des entreprises de papier toilette? J'ai jamais eu, moi, perso, mais bon. Toutes sortes d'entreprises, effectivement. Vous souhaitez que tout cela cesse, vous avez raison. Le dispositif actuel est le suivant. Si on veut s'opposer au démarchage, il faut s'inscrire gratuitement sur Blocktel. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2016. Mais dans les faits, c'est très insuffisant et beaucoup d'associations demander l'interdiction pure et simple du démarchage, Oriane. Et donc ce principe d'interdiction, il a été voté au Sénat cet hiver. La proposition de loi de Pierre-Jean Verzelen a ensuite été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée, mais c'est un autre texte qui sera définitivement voté aujourd'hui. Oui, entre-temps, une proposition de loi du député Thomas Cazenave consacrée à la fraude aux aides publiques a été présentée, débattue, votée à l'Assemblée nationale. Un amendement reprenant le principe de l'interdiction du démarchage téléphonique a été adopté à cette occasion et c'est donc dans le cadre de ce texte sur la fraude que le principe de l'interdiction entrera en vigueur. Il a été validé en commission mixte paritaire il y a une quinzaine de jours, adopté lundi à l'Assemblée nationale et donc aujourd'hui au Sénat. Monsieur le sénateur, très clairement, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de nous dire que le démarchage téléphonique, c'est fini ? Je suis en mesure de vous dire que sur un plan législatif, on ne pourra pas faire mieux que le texte qui sera voté ce soir. Donc oui. Après, c'est au gouvernement de faire appliquer cette loi. C'est le grand sujet de quelle est la capacité d'un gouvernement à faire appliquer la loi. Mais en tout cas, sur la table, tout est là. Quand je dis que ça revient au gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la loi va rentrer en place, il va falloir que le gouvernement agisse tout de suite. De prendre des décrets. Taper vite et fort au portefeuille les entreprises qui ne jouent pas le jeu. C'est à ce prix-là qu'on obtiendra des résultats. Alors, et juste, pardon, ça veut dire qu'une fois que votre loi entre en vigueur, les consommateurs, ils n'auront rien à faire pour que le démarchage téléphonique cesse. Pourquoi cette loi, elle est originale par rapport à tout ce qui a été voté depuis des années? C'est parce qu'elle change complètement le cadre. Là, à l'heure où on parle, nous sommes tous, les uns et les autres, considérés comme étant consentants, comme étant d'accord pour être démarchés. Voilà. Et toutes les lois qui ont été faites visaient à adapter les choses. Et s'il n'en est pas, il faut s'inscrire sur Blocktel, c'est ça. Voilà, mais on vérifie que ça marche pas. Ouais. Là, on inverse complètement la donne. C'est-à-dire qu'on considère que chaque Français n'est pas consentant, on n'a pas le droit de le démarcher. Voilà. Tout simplement, demain, une entreprise qui vous appelle pour vous vendre quelque chose, elle est hors la loi et elle s'expose à des amendes. Alors, quelles amendes, quelles sanctions, précisément, contre ces entreprises ? L'amende maximum est à 500 000 €, mais si vous voulez, évidemment, tout ça est graduel selon la répétition, selon l'objet, selon s'il y a un abus de faiblesse. Bon. Mais encore une fois, le but du jeu, et d'ailleurs, dans les pays où ça a marché, pourquoi ça a marché? C'est parce que le gouvernement s'est emparé du texte et a fait appliquer la loi. Entrée en vigueur l'année prochaine, c'est ça, de cette loi? Entrée en vigueur en août 2026. À mon sens, c'est un peu loin, mais que voulez-vous? L'État est lié avec son contrat avec Blocktel jusqu'à cette période. Secondo, dans cette loi, il n'y a aucune exception pour aucun secteur d'activité. J'insiste, la loi, elle est extrêmement lisible et extrêmement claire. Et comme il y avait un certain nombre à l'Assemblée nationale de dérogations qui avaient été votées, ça laissera le temps au monde économique de s'organiser pendant quelques mois jusqu'au milieu de l'année prochaine. Et puis enfin, ça donne le temps au gouvernement d'écrire les décrets qui vont bien et de se préparer encore une fois pour être prêt quand le texte va rentrer. La loi ne portera pas votre nom, c'est dommage, non ? Non, mais si j'étais un peu taquin, je dirais que la PPL Cazeneuve s'appelle quasiment maintenant la PPL Verzelen. Ouais. Comment on fait? Parce que y a des gens qui sont piratés, leurs données, il y a des vols de données. Est-ce que là, la loi prévoit quelque chose? Ah, mais le texte, il ne règle pas le gigantesque sujet des données qui sont échangées, vendues, volées. Nous, le principe qui est inscrit, c'est qu'on n'a pas le droit de l'appeler, sauf si vous l'avez demandé. J'insiste, pour faire simple, aujourd'hui, c'est les entreprises par téléphone qui démarchent les gens. Demain, c'est le consommateur qui va démarcher l'entreprise. En disant, par exemple, de manière très simple, je vais sur un site internet si je suis intéressé par une voiture, je vais sur le site du constructeur, et puis, quand j'ai un, en dessous, je clique « Merci de m'appeler pour ce produit » et je donne mes coordonnées téléphonique. Voilà. Parce que ça vise bien le démarchage non subi, ça veut dire que ça ne change rien à la relation client classique. Ah non, mais attendez, après vous êtes client d'une mutuelle, vous êtes client d'une banque, vous êtes client, ils ont déjà vos coordonnées, heureusement qu'ils ont le droit de vous appeler, oui bien sûr. Et on parle de démarchage téléphonique, c'est-à-dire que le démarchage par mail, etc., ce sera toujours autorisé. Il y a quelques ajouts qui ont été mis dans la loi, mais qui ont été ajoutés au fur et à mesure des débats. Je m'y risquerai pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que sur le démarchage téléphonique, on a pris le sujet de A à Z. Et encore une fois, si le gouvernement se donne du mal sur le sujet,
il va obtenir des résultats. Et je peux vous dire un mot sur le travail parlementaire sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, là, ce texte, il intervient après de nombreux textes sur le sujet du démarchage téléphonique, avec des résultats très mesurés, voire des fois contre-productifs. Mais ça interroge beaucoup sur le travail de parlementaire. Moi, je commence à me dire qu'un bon travail parlementaire, c'est de voter le moins de lois possible. J'ai pas l'impression que ce pays manque de lois, manque de normes, et on en accumule tout le temps et tout le temps. Et je me dis qu'un bon travail de parlementaire serait peut-être davantage de faire du contrôle, c'est-à-dire de revenir sur ce qu'on a voté il y a 10, 15 ans, sur tout un tas de sujets, et de dire bah, ça c'était utile, on garde, ça ne l'est pas, on arrête, ça c'est pas top, on le modifie. Vous voyez, je crois qu'on devrait plus se concentrer là-dessus que d'accumuler des lois tout le temps. Certaines sont très utiles, d'autres beaucoup moins. Merci Steve, à tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlera du Conseil de défense réuni par Emmanuel Macron autour du rapport sur les frères musulmans. Ce sera à suivre dans une demi-heure. On va parler d'un autre texte sur lequel vous avez travaillé. C'est l'actualité dans votre département. On va là, on retrouve Philippe Robin. Philippe, merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'édition N-Nord à l'Union. Ah ouais, vous n'êtes pas là non plus. Décidément, ce matin, la technique ne suit pas. On a un petit peu du mal. Bon. On va parler de ce texte. Philippe Robin, il voulait vous interroger sur un texte sur les bâtiments de France. On va peut-être attendre de voir si on réussit à récupérer la connexion avec lui. On va parler d'un autre sujet, puisque vous avez été victime, Pierre-Jean Verzelaine, comme malheureusement plusieurs élus, d'agression. Alors, c'est pas une agression physique qui vous a concerné, c'est une dégradation de votre véhicule. Peut-être en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu la mauvaise surprise, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais la semaine dernière, vendredi matin, je commence à recevoir des messages me disant « Votre voiture a reçu de la peinture ». Bon, je vais sortir voir. Et là, je m'aperçois qu'en plus, les pneus sont crevés. Si vous voulez, mon véhicule est égaré devant ma permanence. Permanence, c'est le même qui est quasiment devant chez moi. Bon. Voilà, donc c'est pas une agression, c'est une dégradation. Il y a pire dans la vie, mais c'est assez pénible. Et c'est évidemment pas parce que je suis élu que c'est pas pire pour moi que ça l'est pour les autres. Mais évidemment qu'on voit bien qu'aujourd'hui, quand on est en responsabilité, ça veut dire quoi être en responsabilité ? Ça veut être amené de temps à autre à dire à des gens non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, je ne peux pas. Ça peut être comme parlementaire de prendre des positions politiques sur un certain nombre de sujets. On s'expose aujourd'hui, des fois, rarement, mais des fois, à ce type de réaction. Et alors qu'il y a 99% des cas où ça se passe bien. Vous avez une infime partie d'abrutis, de lâches, des fois de gens dangereux, qui se comportent comme ça. Et pourquoi on voit que ça se déploie ? C'est parce qu'il y a évidemment une forme de sentiment d'impunité, mais assez général, qui se répand et qui se développe. Donc ce qu'il faut sur le sujet, c'est que ceux qui sont concernés par ça, qui sont exposés par ça, notamment les agressions, on soit certain que du côté des forces de police, de justice, etc., tout le monde mette la machine en route pour qu'on trouve les responsables. Est-ce qu'il faut encore renforcer au niveau législatif la protection des élus ou les textes sont là, Non, mais encore une fois, les textes sont là. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens et faire appliquer la loi. Est-ce que vous craignez que ça favorise encore plus le découragement de certains élus ? On est à 10 mois des municipales. Évidemment que ça peut participer au fait de décourager parce que, encore une fois, de plus en plus, et maintenant même dans les mandats les plus locaux, notamment avec les réseaux sociaux, les choses se savent, les bêtises circulent, votre nom peut être exposé, la critique. Donc c'est évidemment de plus en plus dur d'être élu local. En plus, on voit la société où les repères, alors on peut parler de l'instit, du prêtre, du policier, de l'élu, tout ça évidemment est un peu plus branlant qu'avant. Donc c'est évidemment que ça joue dans le manque de vocation. On va revenir, on va essayer d'aller dans l'Aisne. On retrouve Philippe Robin à Laon. Merci Philippe. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Pourtant, il y a la fibre partout dans l'Aisne. Hein. J'entends très bien. Chef d'édition N-Nord à l'Union. Philippe, je le disais, vous vouliez interroger le sénateur sur un texte adopté récemment au Sénat qui concerne les bâtiments de France. Tout à fait. Donc, bonjour Pierre-Jean Verzelaine. Allons comme partout en France, dans les villes comme dans les villages qui doivent faire attention aux travaux qui s'opèrent dans le périmètre d'une église classée, le sujet, il est souvent très sensible et vraiment au cœur des préoccupations des maires comme des particuliers. L'architecte des bâtiments de France, qu'on appelle souvent l'ABF tout simplement, a un rôle absolument central dans la préservation du patrimoine classé, autant que sur les travaux de construction, de rénovation ou d'aménagement dans un secteur sauvegardé. Dans le seul département de l'Aisne, que vous connaissez bien, on recense 611 monuments historiques inscrits ou classés, 9 sites historiques classés et 11 sites inscrits. Mais l'ABF concentre aussi bien les critiques et des incompréhensions.
plus ou moins justifiées. Vous allez sans doute l'évoquer. Pierre-Jean Verzelen, vous avez donc conduit une mission sur le thème « Les architectes des bâtiments de France, périmètre et compétences », 6 mois de travail de 23 sénateurs, constitué de nombreuses auditions et de déplacements sur le terrain. Un texte de loi est né de ce travail. En le portant au Sénat, avez-vous eu le sentiment de secouer un cocotier bien enraciné dans les territoires et de vous attaquer à une toute-puissance ? Bon, déjà, bonjour Monsieur Robin. Vous avez déjà quasiment résumé la chose sur le sujet des bâtiments de France. Qu'est-ce que le texte vise ? Première chose, redéfinir les périmètres, ce que j'appelle les périmètres intelligents, qu'on sorte du carcan des 500 mètres et que les communes, de manière souple et simple, sur une délibération du conseil municipal, avec en amont un avis de l'ABF, puissent redéfinir un périmètre intelligent, ensuite que les avis soient rendus, soient publics, soient consultables, et enfin qu'il y ait une commission départementale pour que quand il y ait contestation, l'ABF doive justifier la décision qu'il a rendue devant le pétitionnaire et autour d'autres gens, de représentants, d'élus. Voilà ce qu'on a fait voter au Sénat et qui, je l'espère, s'inscrit à l'Assemblée dans quelques semaines. Est-ce que j'ai l'impression de m'être attaqué à un cocotier avec quelque chose de puissant ? En vérité, oui. Parce que ce texte, je l'ai fait voter plutôt contre l'avis du ministère de la Culture. Moi, j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer ce qu'on appelle les directeurs d'administration centrale. J'ai eu l'occasion de le faire dans ce texte. J'en ai eu pour mon argent. Je me suis retrouvé devant des gens, je ne mets pas les gens en cause en tant que tels, mais tout allait bien. Enfin, pour eux, il n'y a aucun problème. Les ABF sont disponibles pour tout le monde, rendent des avis en temps et en heure comme il faut. Les avis sont toujours cohérents. Alors, je dis pas, des fois ça existe quand même, évidemment. Mais vraiment, j'ai dû batailler beaucoup pour pouvoir faire voter ces articles. Je remercie tous les sénateurs qui ont participé aux travaux. Je remercie tous ceux qui ont joué le jeu pour ce texte puisse aboutir, parce qu'en vérité, si j'avais écouté le ministère et l'administration, on aurait bougé sur rien. Mais on n'est pas au bout du parcours. Maintenant, il faut que ce soit inscrit à l'Assemblée nationale. Mais d'ailleurs, j'ai le président Gérard Larcher qui m'a reparlé du texte la semaine dernière en me disant qu'il mettait, lui, un grand intérêt sur le sujet et qu'il allait en parler pour qu'on trouve une solution et que le texte soit inscrit avant la fin d'année à l'Assemblée. Avant la fin de l'année civile ou avant la fin de la session ? Avant la fin de l'année civile. Ah non, avant l'année civile. Un dernier mot, Philippe ? Oui, peut-être, Pierre-Jean Verzelen, de façon très concrète, un particulier dans l'Aisne, la Creuse ou dans le Nord qui veut installer par exemple une fenêtre de toit sur sa maison qui est dans un périmètre pas loin d'une église sauvegardée, ça va changer quoi de façon très concrète, ce texte, s'il est adopté ? De manière très concrète, si l'avis rendu est négatif, le pétitionnaire pourra demander, avec l'accord du maire, à rencontrer l'ABF, à se mettre autour de la table avec des représentations d'élus, des représentations de la préfecture, et de discuter du sujet. Mais en fait, ça, je l'ai vu faire dans l'Aisne à un certain moment, et dans d'autres départements, ça vit déjà, alors c'est officieux. Mais ça fait un malheur. Parce que quand les gens se parlent, dans 9 cas sur 10, la solution, elle se trouve en 5 minutes. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un système extrêmement frustrant pour les gens. Vous envoyez un dossier, 2 mois après, quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne verrez jamais, qui n'aura jamais à se justifier auprès de vous, vous répond « Non, monsieur, vous n'avez rien compris, ce n'est pas comme ça que ça va se passer ». Donc c'est de créer le carrefour de dialogue, de discussion et d'échange, de le rendre obligatoire, celui qui n'existe pas aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Philippe, merci d'avoir été avec nous et on regarde la une de l'Union, c'est un soldat rémois qui a été tué en opération, c'était en Guyane. Merci beaucoup, merci Philippe d'avoir été avec nous. Un dernier mot plus politique avec vous Pierre-Jean Verzelen, on le disait, vous êtes membre d'Horizon, est-ce que la très lâche victoire de Bruno Retailleau dimanche soir à la tête des Républicains, c'est une mauvaise nouvelle pour Édouard Philippe ? Alors moi, je vois pas du tout les choses comme ça, voyez-vous. Déjà, sur l'élection de Bruno Retailleau, moi, depuis que je suis au Sénat, c'est quelqu'un que je vois fonctionner. Et j'avoue que de voir une personne qui est cohérente, alignée sur ses idées, quand il est pas au pouvoir, quand il arrive au pouvoir, il y a une forme de sincérité là-dedans qui est très rafraîchissante. Et c'est pour ça que sa personnalité prend. Après, sur tout un tas de sujets de société, sur le droit à mourir, sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, sur le mariage pour tous, par exemple, je partage pas ces idées, plutôt l'inverse d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, je reconnais la sincérité, l'action qui est la sienne.
Moi, c'est pas mon. Et pour vous, il n'y a pas un risque de concurrence? Il y a un sondage IFOP qui paraît ce matin pour Le Figaro. Bruno Retailleau, il est à 16% dans ce sondage. Édouard Philippe reste au-dessus de 20%. Il n'y a pas un risque de concurrence entre les deux? En politique, la vie, c'est la concurrence et c'est très bien. Moi, ce que je sais, c'est que le sujet... C'est très bien s'ils sont tous les deux candidats à la présidentielle. Ce qui est très... Mais non, à la fin, il faut qu'il y en ait qu'évidemment. Mais la concurrence dans la politique, c'est très important parce que c'est ce qui permet de faire émerger les plus grands talents. Mais le sujet de la prochaine présidentielle, vous savez sur quoi ça va se jouer? Ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est celui qui va prouver sa capacité à changer les choses. Parce que tout homme politique a de la bonne volonté. Je connais peu de gens qui arrivent en responsabilité, surtout je veux rien faire. Non, ils veulent tous faire. La vérité, c'est que le système et l'organisation fait qu'à la fin, il reste une goutte d'eau sur la décision politique d'en haut. Celui qui va nous expliquer comment il va changer le système, quelque part, j'allais dire faire imploser le système pour que la volonté politique se voit sur le terrain, c'est celui-là qui ira chercher la confiance des Français. Merci beaucoup. Merci Pierre-Jean Verzelen d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes dans le club, on va revenir sur ce rapport choc sur les frères musulmans et on va en parler tout de suite avec notre prochain invité, le porte-parole du RN, Julien Audoul, nous rejoint.